Bonjour et bienvenue pour ces rencontres de l'innovation de la CNSA qui, ce jour, se propose de mieux comprendre, mieux analyser, mieux éclairer surtout la manière dont se déploient les démarches de participation dans le champ du grand âge et du handicap. Des dynamiques de participation de plus en plus nombreuses, de plus en plus innovantes aussi, on va le voir tout au long de la journée. Elles sont aujourd'hui un principe de consultation, un principe de co-construction des politiques publiques, mais elles témoignent aussi, et d'abord je dirais, d'une effervescence d'initiatives sur le terrain qui sont portées par des équipes, par des directions, par des associations, par des personnes concernées. Tout au long de la journée, nous allons rencontrer 18 de ces démarches-là. Elles seront éclairantes, elles seront surprenantes, elles seront complémentaires. Elles viennent de toute la France, de tous les versants du champ de l'autonomie et du grand âge. 18 actions soutenues par la CNSA dans le cadre d'appels à projets qui seront des sources d'inspiration pour vous, qui vous donneront aussi des repères pour les initiatives que vous engagez ou que vous projetez de faire. Nous avons fait le choix de classer ces projets autour de 5 grandes thématiques qui illustrent les grands défis de ces démarches de participation. Celui de faire monter en compétence les dispositifs existants, celui de mieux intégrer les publics les plus empêchés, celui de développer des dynamiques de co-construction au cœur des organisations, celui de donner des dimensions nouvelles à l'expertise d'usage et celui aussi, enfin, d'affirmer une citoyenneté plus forte, augmentée des personnes concernées au sein des structures et dans le milieu ordinaire. Nous le ferons avec les porteurs de projets, nous le ferons avec les experts, nous le ferons aussi avec vos questions, je vous en parlerai dans quelques instants, mais nous allons tout de suite commencer avec l'ouverture de cette journée. Alors pour cette ouverture, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir le nouveau directeur de la CNSA, Maëlys Glebaillon. Bonjour. Bonjour Régis, bonjour à tous. Et nous avons aussi le membre du conseil scientifique de la CNSA, Pierre-Yves Baudot. Bonjour. Bonjour Régis, bonjour tout le monde. Alors je vous donne la parole, Maëlys Glebaillon, pour commencer cette ouverture. Oui, je suis ravi d'être à vos côtés ce matin pour cette belle journée qui va nous permettre d'avancer sur un thème qui est cher à la CNSA, qui est celui de la participation des personnes. Vous le savez, la Caisse, dans son identité depuis plus de 20 ans maintenant, a mis au cœur de son action la participation des personnes et le droit à l'autodétermination. C'est aussi la loi de 2005 pour ce qui concerne le champ du handicap qui a été déterminante en la matière. C'est dans vraiment nos principes directeurs, je pense, identifiés par tous les acteurs qui auront la chance de témoigner aujourd'hui. Et on voit que ce droit à l'autodétermination, ce pouvoir d'agir qui est confié aux personnes, c'est vraiment un changement dans la façon dont on construit nos politiques publiques. On remet les personnes au cœur de notre action, on ne fait pas à la place d'eux, on fait pour elles. Et c'est vraiment fondamental que cette transformation dans les décisions publiques, dans la façon dont les professionnels de l'accompagnement au quotidien exercent leur mission, on remette le pouvoir des personnes, l'autodétermination au centre de tout cela. On est en plus dans un moment particulier dans le secteur du grand âge et du secteur des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle la transformation de l'offre. Cette offre transformée, finalement, elle ne pourra se faire que si on écoute les personnes et qu'elles nous disent quels sont leurs choix de vie, qu'elles ne soient pas assignées à résidence, que leur destin ne soit pas déjà défini par d'autres acteurs qu'elles-mêmes. Et écouter ces personnes, c'est souvent trouver des solutions qui sont parfois moins coûteuses, je le dis, trouver des solutions plus adaptées évidemment à leurs besoins et tout simplement respecter leurs droits. Je pense que c'est au cœur de ce que nous devons faire au sein de la CNSA et des pouvoirs publics. Alors, la participation, de quoi parle-t-on? Ça peut être un mot un petit peu totem comme celui-ci. Dans le champ de l'autonomie, évidemment, c'est participer tout simplement à tous les projets qui les concernent, comme je le disais jusqu'ici. Ça peut être à la fois par la représentation, et on a beaucoup, notamment au conseil de la CNSA, des représentants des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. C'est aussi la participation directe, et ces deux modes ne s'opposent pas, au contraire, ils sont très complémentaires. Chacun articule son action par rapport au niveau de responsabilité qui est le sien. Et je pense qu'il nous faut constamment avoir cette parole des représentants et cette parole directe des personnes, des usagers concernés pour construire les solutions les plus adéquates.
Alors, on le voit et on le verra aujourd'hui, il y a un foisonnement d'initiatives depuis plusieurs années au sein de nos territoires. Beaucoup de choses se structurent, c'est passionnant, ça nous permet d'avoir une vraie vitalité pour pouvoir trouver des modèles qui sont duplicables. Et c'est le rôle de la Caisse aujourd'hui de faire émerger ces initiatives, mais aussi de les transporter sur un niveau de déclinaison qui soit beaucoup plus large et qu'on puisse sortir simplement de ces pépites pour en faire une vraie politique nationale. Mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Vous avez un rapport très récent de l'Inspection générale des affaires sociales qui nous l'a dit. Tout d'abord, la question de l'accessibilité. On le voit que c'est encore un sujet complexe, accéder aux documents, accéder à la compréhension. Le facile à lire et à comprendre qui fait partie de nos combats au quotidien n'est pas encore diffusé partout. Donc comment est-ce qu'on garantit cette accessibilité? Et aujourd'hui, on ne peut que le partager. Malheureusement, il y a un vrai défi en la matière. Il y a aussi le manque de formation des professionnels. Écouter la parole, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas naturel, ça suppose d'avoir des outils, la capacité à pouvoir comprendre les démarches de participation. Et donc former les professionnels qui au quotidien sont auprès des personnes concernées, c'est un élément fondamental. Et pour cela, la CNSA a déployé depuis quelques années plusieurs chantiers. Évidemment, cet appel à projet dont nous parlons aujourd'hui, qui permet de soutenir l'innovation en matière de participation, on l'a fait à la fois sur ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire le fonctionnement des services et des établissements, comment à travers les CVS, on arrive à remettre les personnes au cœur de l'action des établissements, du quotidien des professionnels. Mais aussi, on a des feuilles de route plus structurées sur les conseils départementaux de la citoyenneté et l'autonomie, qui sont évidemment des acteurs fondamentaux sur les territoires pour pouvoir écouter au plus près du terrain les représentants. On essaye aussi avec les MDPH de mesurer la satisfaction des usagers. C'est assez nouveau, ça fait quelques années qu'on le fait. On sait que les MDPH sont souvent remis en cause et puis finalement les taux de satisfaction sont assez élevés. Il faut qu'on continue à les faire participer, ce qui nous permet aussi de regarder segment par segment où sont les insatisfactions des personnes accompagnées. Évidemment, tout cela se fait aussi dans des campagnes de sensibilisation auprès du public. Il faut qu'on les touche eux-mêmes, qu'ils se sentent concernés, qu'ils veuillent participer. Si on reste simplement sur les volontaires, on ne touchera pas le grand public et on a vraiment un biais de sélection parfois dans nos démarches participatives. Il faut que chacun se sente concerné, touché, quelle que soit sa classe sociale, son niveau de revenu, son engagement associatif ou non. Toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans ces démarches sont au cœur de ce que nous souhaitons promouvoir comme action. Puis il y a des moyens très concrets sur un certain nombre de publics, ce qu'on appelle la communication alternative améliorée, qui aujourd'hui se diffuse de plus en plus. On est encore assez loin d'un équipement total, mais au cœur des projets d'établissement, de services, d'accompagnement, de formation. Cette formation aux outils de communication alternative améliorée permet, à mon sens, de vraiment faire participer les personnes, y compris sur des publics qui historiquement étaient vus comme n'ayant pas capacité à s'exprimer, à émettre une opinion sur leur choix de vie. Au contraire, on constate tous les jours, et dans les initiatives que vous aurez à présenter, qu'on peut interroger chacun sur son projet, son choix de vie, quel que soit son degré d'autonomie. Et ça, c'est fondamental et c'est un vrai changement philosophique. Alors, je me réjouis qu'on puisse capitaliser aujourd'hui ces enseignements. Je sais qu'on aura l'occasion de voir, comme je le disais, des vraies pépites qui vont inspirer, je pense, l'ensemble des territoires. Et ces deuxièmes rendez-vous de l'innovation vont être pour nous une forme de bibliothèque virtuelle, certes, mais extrêmement efficace pour que sur l'ensemble du territoire national, nous puissions faire la promotion de ces démarches de participation et construire véritablement la société inclusive qui nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup et vos propos seront mis en résonance avec beaucoup et des projets et des experts qui interviendront tout au long de la journée. Je voudrais compléter ces propos avec vous, Pierre-Yves Baudot, et prendre aussi votre regard sur ces enjeux de participation au nom du Conseil scientifique. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, la participation, c'est un enjeu crucial, un enjeu absolument déterminant et qui pose des questions qui sont loin d'être faciles à résoudre. Alors, un enjeu crucial, tout d'abord, rappeler que le handicap, dans la loi du 11 février 2005, est défini non pas par rapport à des déficiences, il est défini comme une restriction de participation. Et donc, poser l'enjeu de la participation, c'est dire voilà ce sur quoi il faut travailler pour que les personnes puissent participer pleinement à la vie de la société, à la vie de la cité, à l'emploi, à la culture, au sport, etc.
C'est aussi rappeler que les politiques françaises sont basées sur un modèle social du handicap qui montre que c'est la société qui produit ce handicap et que donc c'est à la société d'évoluer, de changer, de se transformer pour permettre cette pleine participation. Une fois qu'on a annoncé cet enjeu-là, surgissent tout un tas de questions. La première question, c'est la délimitation du qui participe, du qui est concerné, qui est dans le titre de cette journée d'aujourd'hui. Qui est concerné? Qu'est-ce qu'être concerné? Être concerné, on pense d'abord que c'est être soi-même en situation de handicap, mais les parents peuvent aussi dire qu'ils sont concernés par la situation de handicap de leur enfant, et les professionnels du travail social peuvent aussi dire qu'ils sont concernés, au premier titre, dans leur activité par la situation de handicap. Et donc on a déjà un premier conflit, on va dire, qui parfois peut être extrêmement vif, sur la définition du qui est la personne concernée. Et ensuite, il faudrait discuter, et on avait eu, quand j'étais au Conseil national consultatif des personnes handicapées, on avait eu des sessions assez intenses sur les droits associés à ce nouveau statut. C'est-à-dire, le fait d'être concerné vous donne-t-il le droit de voter? Est-ce qu'un parent d'enfant handicapé peut voter au même titre qu'une personne qui est directement handicapée? Et ça a été résolu en transformant le système de votation et en accordant aux personnes directement concernées un droit de vote que non plus les associations de parents. Ensuite, on pourrait se dire, est-ce que le fait d'être soi-même en situation de handicap suffit à faire de vous quelqu'un de concerné? Est-ce que le simple fait d'être handicapé fait de vous une personne concernée? Le terme de concernement désigne autre chose que le fait d'être juste touché par. Le fait d'être concerné, ça veut dire de proposer une lecture qui soit une lecture, je vous l'ai dit, dans la loi du 11 février 2005, qui est une lecture sociale, une lecture politique du handicap. Ça veut dire mon concernement va me permettre de proposer d'autres solutions parce que mon concernement n'est pas un témoignage. C'est autre chose qu'une simple illustration qu'on viendrait poser comme un encart dans un 4 pages d'une administration. C'est un témoignage, c'est autre chose, c'est une expertise profane, une expertise d'usage, mais une expertise, et c'est cette expertise qui va donner de l'autorité à la parole. Ce qui fait que, contrairement à ce que, il faudrait en discuter, en tout cas à ce que vient de dire Maïlik Le Baillon, ou ce que dit aussi le rapport de l'IGAS, on a un vrai conflit entre deux schémas de prise de parole dans le secteur de l'autonomie et plus spécifiquement dans le champ du handicap que je maîtrise mieux. On a un schéma qui est le schéma classique basé sur la représentation, qui est garanti par l'article 1er. C'est-à-dire que la loi de 2005 ne commence pas par définir le handicap, elle commence par dire que les associations représentatives, qui sont dites représentatives, doivent participer à l'élaboration des politiques. C'est quand même significatif que ce soit l'article 1er. Ensuite, on a un schéma donc, qui est basé sur de la représentation, essentiellement effectué via des conseils, comme par exemple le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui fonctionne donc sur un mandat délibératif, parlé au nom d'eux. Et puis on a une autre prise de parole qui est celle des paroles des personnes directement concernées qui reposent sur leur expertise d'usage. Et évidemment, se demander que représentent les concernés n'a strictement aucun sens. Ils ne représentent rien, ils parlent de leur expertise. Et donc en fait, on a deux façons ici de représenter et de concevoir le problème, de construire le problème et de produire des solutions. Parce que l'enjeu clair de la participation, c'est pas de participer pour participer. On n'est pas aux Jeux Olympiques où ça suffit. Non, le but du jeu de la participation, c'est d'accorder du pouvoir à cette représentation. Le but du jeu, c'est pas simplement de parler. Le but du jeu, c'est d'être écouté et d'être entendu. Et là, on change un petit peu de registre. Si on accorde du pouvoir aux personnes qui sont directement concernées au titre de leur expertise d'usage, que reste-t-il aux représentants ? Et que reste-t-il à l'administration, à l'action publique, aux acteurs professionnels classiques? Et donc c'est vraiment un enjeu qui touche à la répartition du pouvoir dans la production des solutions qui sont celles de ce champ. Or, depuis quelques années, quand même, on assiste, je dirais depuis 2017 à peu près, à quand même une remise en cause des conseils, de ce qu'on appelle, nous, en sciences politiques, la démocratie des conseils, c'est-à-dire de cette consultocratie à la française, de ces différents conseils environnementaux, social, économiques, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui continuent à produire des documents, à changer leur mode de fonctionnement, mais qui sont un tout petit peu moins entendus par les acteurs politiques. Et le rapport de l'IGAS propose de confier à ces conseils l'organisation de cette participation accrue dans le domaine des politiques sociales. Ma question à moi, c'est qui écoute encore ces conseils ?
qui tient compte de ce que ces conseils peuvent dire. Et pour avoir été membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, j'ai pu effectivement constater cette rupture de lien entre cette représentation et la décision politique. Et puis un dernier point pour terminer, c'est que la rencontre d'aujourd'hui porte sur le champ de l'autonomie. Le rapport de l'IGAS portait sur les politiques sociales ou les populations vulnérables, je ne me souviens plus le titre exact. Il est possible que l'avenir des politiques du handicap ou l'avenir des politiques de l'autonomie se joue ailleurs que dans le champ du handicap. Les principales transformations qui ont affecté les politiques du handicap depuis 2017, elles n'ont pas eu lieu par une grande loi handicap. Elles ont eu lieu dans la loi Elan, qui est la loi sur le logement. Elles ont eu lieu dans la loi France Travail, dans la loi Plein Emploi, pardon. Et ce sont deux transformations extrêmement importantes qui n'ont pas été portées et qui n'ont pas été et sur lesquelles les personnes handicapées n'ont pas réussi ou n'ont pas pu se faire entendre parce qu'elles se situaient dans des segments administratifs qui étaient très éloignés de là où elles ont habituellement de l'influence. Et donc, il est possible que ce ne soit pas dans le champ de la protection sociale que se joue l'avenir de la protection sociale. C'est pour ça qu'en 2021, une association internationale, l'International Disability Alliance, qui est une organisation fêtière, c'est une organisation qui regroupe tout un tas d'organisations nationales, avait proposé de passer du rien sur nous sans nous au rien sans nous. Puisqu'en fait, le handicap est partout, le handicap concerne tous les secteurs de la vie, il concerne toutes les personnes à tous les âges. Ça veut dire que tous les segments de politique publique sont concernés, tous les secteurs d'action publique sont concernés, et que donc il faudrait que chacun de ces secteurs prenne en considération cette question du handicap. Ce n'est pas nouveau de le dire là, ça a été déjà dit par Jean-Marc Ayrault en 2012, donc c'était il y a déjà très longtemps, et ce qui pose la question en fait du poids du handicap dans chaque secteur d'action publique. Et là, on s'aperçoit que si les personnes handicapées ont une petite influence sur la façon dont le secteur est gouverné, elles n'ont quasiment aucune influence sur la façon dont les autres secteurs sont gouvernés. Et c'est cet enjeu-là crucial, cet enjeu de la participation, pas uniquement dans le champ de l'autonomie, mais en dehors de ce champ, dans les autres segments qui vont déterminer l'avenir de ces personnes, que se joue, à mon avis, tout l'enjeu de la question de la participation. Merci beaucoup Pierre-Yves Baudot, et on le voit bien, hein, l'enjeu tout au long de la journée, ça va être à travers cette participation de mieux faire entendre les voix, de mieux faire percevoir les regards, et ça permet de mieux comprendre les besoins, de mieux partager les engagements, mais aussi d'engager des transformations au quotidien, des professionnels, des structures et des accompagnements. On va le voir tout au long de la journée. Merci à vous deux pour ce premier temps. On va compléter un petit peu ce premier temps déjà avec vous, parce que cette journée, c'est véritablement la vôtre, la participation à l'honneur, et on va découvrir ces 18 projets, mais on va les découvrir avec vous et avec vos commentaires, vos interrogations, vos demandes. Vous pourrez les partager tout au long de la journée à travers le petit écran que vous avez à droite de votre écran, justement, qui est un chat. Et sur ce chat, vous pourrez poser des questions tout au long de la journée aux différents porteurs de projets. Ils ne répondront pas sur ce plateau, mais dès qu'ils sortiront du plateau, ils iront répondre à côté à ces questions-là. Donc n'hésitez pas tout au long de la journée, si vous avez des questions qui viennent, des commentaires sur les projets que vous allez voir, eh bien, à poser vos questions sur le chat, et ces questions, eh bien, les porteurs de projets y répondront une fois qu'ils seront venus sur ce plateau. Donc c'est vraiment une interaction, un dialogue complémentaire qui va avoir lieu tout au long de la journée avec vous, avec eux et avec nous. Un petit mot de complément sur cette ouverture, et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Marine Boisson-Cohen. Bonjour, vous êtes directrice de la prospective et des études de la CNSA. C'est important de resituer un peu ces projets qu'on va voir, ces 18 projets, je le disais, soutenus par la CNSA, soutenus par des appels à projets de la CNSA. Quels sont-ils et comment justement portent-ils cet élan ? Alors, la direction de la prospective et des études, parmi ses missions, elle a une mission de soutien à l'innovation et de valorisation des enseignements de ces innovations. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui devrais être avec vous aujourd'hui, c'est Armelle Klein, qui est donc la chef de projet innovation et évaluation. Mais malheureusement, le Covid n'a pas permis qu'elle soit à cette place aujourd'hui. On pense à elle et voilà, je crois qu'elle sera très heureuse de cette journée. S'agissant de ces 18 projets d'innovation, ces 18 lauréats qu'on va apprendre à mieux connaître aujourd'hui, ils ont un point commun, ils ont tous été soutenus par les appels à projets dédiés à l'innovation de la CNSA. Alors l'intérêt, c'est qu'on va avoir plusieurs générations de projets, c'est-à-dire qu'on a parmi ces projets des projets qui ont été soutenus il y a environ maintenant 10 ans, dès 2015, ce sera le cas notamment de citoyennage, porté en articulation avec la DPA, d'autres
projets qui ont été soutenus dans le cadre de notre appel à projet principal, qui est expérimenté pour accompagner l'évolution de l'offre médico-sociale. Et puis des projets plus récents qui ont été soutenus dans le cadre de 2 appels à projets thématiques. Un appel à projet thématique de 2021 qui était consacré à la participation des personnes concernées et de leurs proches aidants à la gouvernance des services qui les accompagnent. Et ça nous renvoie bien à la question de la participation comme pouvoir, comme capacité d'agir, qui a été d'emblée très bien posée ce matin. D'autres projets ont été soutenus plus récemment par l'appel à projet de 2023 qui était relatif à la participation des personnes dans un établissement, le défi de l'effectivité, car on le sait, il ne suffit pas qu'un CVS soit posé dans le droit pour que ce CVS joue pleinement son rôle. Et puis il y a peut-être, on le verra, d'autres manières d'inventer, de réinventer cette participation. Et on va pouvoir cheminer avec ces différents projets qui sont à des degrés différents de maturité. Il y a des projets plus anciens qui ont trouvé leur pérennité. Il y a des projets qui ont été initialement expérimentaux et qui depuis passent dans le droit commun. Et ça, c'est ce que l'on considérera, je crois, cet après-midi avec l'expérimentation initialement EPOP, qui maintenant se traduit par un déploiement de la paire intervention dans les régions. On a des projets qui ont été récemment achevés, qui sont au moment, j'allais dire, du retour d'expérience, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir re-questionner les modalités de faire. Et puis des projets en cours. En tout cas, ce qu'ils auront en commun, ça sera de nous permettre d'avancer sur ce mode d'emploi, je dirais, work in progress de la participation et participation au service de l'invention des solutions pour les personnes, avec les personnes. Merci beaucoup Marine et on le voit, un beau programme qui nous attend tout au long de cette journée. On va tout de suite débuter notre première grande thématique, approche innovante pour repenser les modèles de représentation. Jingle.